Je sais quand est-ce que le pivot de la Fed aura lieu cette année. Topo fondamental complet, ainsi que, désormais comme chaque lundi dans le Top Gun, un tour d'horizon technique des indices boursiers américains, européens et chinois. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes le lundi 29 janvier 2024, S, première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Cette semaine, mercredi 31 janvier, une décision monétaire qui ne fait pas débat. Statu quo, le taux de la Fed actuellement à 5,50 devrait rester à 5,50 et M. Jérôme Powell va dévoiler une conférence de presse. Je profite de cette semaine de première décision de politique monétaire de la Fed. Au passage, vous avez aussi vendredi le très important, voire décisif rapport NFP. J'en profite pour vous reproposer un topo complet. Alors déjà, première chose, l'émission Top Gun évolue. Elle évolue. Au-delà du retour de l'ancien micro qui, a priori, vous propose un son de meilleure qualité et donc je vais le garder, car je souhaite avant tout, ne pas gêner vos oreilles, eh bien, je vous propose désormais chaque lundi, et ce sera systématique, comme ça vous y retrouverez, un point technique, indice américain, indice européen et indice chinois. Et cette partie technique a lieu en deuxième partie de vidéo. Si vous voulez y aller directement, tout est chapitré dans la barre de temps ou dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle édition du Top Gun ? Déjà, nous allons passer un moment ensemble, moi, ce qui me ravit chaque lundi. Bon, non, sans déconner, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose déjà un bilan des événements fondamentaux de la semaine dernière. Le rêve devient réalité. Le rêve devient réalité. Soft landing et désinflation. La croissance économique américaine qui réaccélère au 4e trimestre. Mais voilà, maintenant, certains, vous savez, s'appuient sur, moi le premier d'ailleurs, des modèles de probabilité de récession pour dire que oui, voilà, 2023 a échappé à la récession, peut-être parce qu'il faut du temps pour que des taux d'intérêt élevés se diffusent à l'économie. Oui, c'est vrai que la plupart des entreprises étaient encore sur leurs anciennes lignes de crédit. Et il s'avère que la maturité des dettes était importante et voilà, c'est vraiment cette année 2024 qu'elles vont refaire des lignes de crédit, bon, à des taux qui sont différents, mais voilà, c'est peut-être pour cette raison que les banques centrales vont être pressées de baisser les taux. Mais même si elles baissent les taux de 1 ou 1,5%, ça restera des taux élevés, restrictifs. On est passé de 0 à 5, hein. Bon, mais on va en parler. Bon, alors revenons au sujet, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose donc un bilan sur ce rêve qui semble devenir réalité. Je parle de l'économie américaine. Non, parce qu'en Europe, l'Allemagne a connu en 2023 une récession. Le taux de croissance de son produit intérieur brut est sous zéro en rythme annuel en 2023. Bon, mais pas les États-Unis. Et d'ailleurs, tous les indicateurs macro-américains, récemment publiés, montrent une réaccélération de l'économie américaine. C'est incroyable. Quelle vigueur, quelle ressource profonde du capitalisme américain. Alors, est-ce le champ du signe ? D'ailleurs, la Fed, moi vous savez, je pense que, mon avis, dans cette vidéo, le titre un peu tapageur, je sais quand est-ce que la Fed pivotera. Naturellement que je ne le sais pas. Mais j'ai une forte conviction. Et déjà, je peux vous dire que c'est peu probable que ce soit ce mercredi 31 janvier. Bon, imaginez s'il l'est, écoutez, hein, je me serais planté, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Bon, mercredi 20 mars, moi je dis mois de mai. Mon cœur balance en faveur du mois de mai. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette semaine, résultat des GAFAM, les stars de la tech américaine, Microsoft et Google ont chacune une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars désormais. Google, je vous en ai parlé dans mon Outlook en décembre, objectif atteint, les records historiques, prenez vos bénéfices. Bon, je passe en revue, je vais vous présenter tous les indicateurs hyper intéressants pour suivre ces stars de la tech. Le plan, je l'affiche sous vos yeux, je me réduis, voilà, donc vous avez le plan, prenez le temps de le regarder. Donc, je fais bien sûr le bilan de la semaine dernière, mais on parle quand même de ce qui nous attend. Donc la Fed ce mercredi, le rapport NFP vendredi. Les stars de la tech US à l'honneur, je vous montre tous les indices importants, donc l'indice sectoriel de la tech US, on va regarder les actions de toutes les GAFAM. Nous allons regarder aussi le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs. Et ensuite, on traite le sujet. Je vous rappelle les facteurs nécessaires pour justifier un pivot de la Réserve fédérale cette année. Et ensuite,
ces facteurs qui peuvent le justifier, ces justifications, sont-elles présentes? Alors, étant donné qu'il y a plein de sujets et qu'à chaque fois je les traite vidéo après vidéo, on va pas faire une vidéo de 2 heures. Donc là, j'ai sélectionné pour chacune de ces justifications ce qui compte. Et désormais, comme chaque lundi, et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, désormais, chaque lundi, je terminerai par ça. Indice US, indice européen, indice chinois. Comme ça, au moins, il y a un suivi. Et bon, bah voilà, c'est quand même plus intéressant, sachant que ces indices US sont allés plus haut que ce que je pensais, effectivement. Moi, je pensais que la vague 5 était terminée, et la vague 5 est en extension de développement. Là, bon, on va consolider, hein, bon, mais c'est vrai que j'avais vous proposé des objectifs théoriques sur le S&P 500. Là, nous sommes allés au plus haut du plus haut des objectifs théoriques, en particulier sur la tech. Bon, qu'en est-il? Il va falloir un peu, et puis les indices européens, et puis ces indices chinois dont je parlais éventuellement, de commencer à les acheter, bon, il y a eu le plan de sauvetage du gouvernement chinois qui a permis un beau rebond. Qu'en est-il? Voilà, soft landing et désinflation, le rêve semble devenir réalité aux États-Unis. Mais quid de l'année 2024? Vous savez que c'est ça le topo, c'est ça le sujet. C'est en fait le capitalisme américain a surpris tout le monde, a fait taire les oiseaux de mauvais augure, a fait taire tous les modèles de probabilité de récession. Mais voilà, ces modèles de probabilité de récession n'ont pas dit leur dernier mot, ils continuent de s'exprimer et de dire oui, mais nous projetons même sur 2024. Bon, voilà. Donc enfin, on a bien compris que cette année, c'est ça, ça va être une question de timing. Les modèles de probabilité de récession qui pensent encore que l'économie américaine sera en récession nous disent oui, elle arrivera au Q2 ou au Q3, enfin au T2 ou au T3. Deuxième trimestre ou troisième trimestre de cette année. Et petite rumeur circule au sein de la haute finance, comme quoi les banques centrales souhaiteraient commencer à baisser les taux pour justement faire mentir ces modèles de probabilité de récession qui, eux, s'appuient essentiellement sur le fait que les taux resteraient élevés durablement. Par contre, voilà, si la Fed baisse son taux de 5,5, imaginons à 4 en fin d'année, est-ce suffisant pour tuer dans l'œuf les modèles de probabilité de récession? Certains, oui, certains, non. C'est toujours pareil. 50. Bon. Mais nous sommes là pour, à travers l'analyse technique et l'analyse fondamentale, aller au-delà du 50-50. Allez, si on a raison dans 60% du temps, c'est bien, avec une bonne gestion du risque. Alors, c'est la première partie. Soft landing et désinflation, le rêve semble devenir réalité aux États-Unis. Ce que je vous ai affiché à droite. Alors, je mets comme d'habitude, vous savez, j'ai mes petites bulles, hein, je m'amuse un peu à écrire des choses à gauche. Parfois je lis, parfois je ne lis pas, mais vous pouvez lire. J'ai commencé par vous mettre en haut à droite quelque chose qui est sympathique. C'est justement le modèle de probabilité de récession qui nous envoie en gouffre cette année. C'est plus ou moins le seul. Vous savez, en général, je vous en propose 7. Alors là, je les passe pas tous en revue, hein, mais vous avez les vidéos précédentes, mais comptez sur moi, je vais à nouveau en rappeler. Mais là, c'est le modèle du conference board. Pourquoi est-ce que je vous remonte ce modèle du conference board qui nous envoie au gouffre, alors que toutes les statistiques macro américaines publiées la semaine dernière sont archi bonnes? C'est parce que c'est un modèle avancé, et c'est parce qu'il a été mis à jour la semaine dernière, c'est tout. Il a été mis à jour la semaine dernière, et lui, il continue, il est seul contre tous. Il continue de dire, la récession arrive. Ceux qui travaillent ce modèle au Conference Board, c'est une institution respectée aux États-Unis, Conference Board, là, ils doivent s'arracher les cheveux, ils doivent se mordre les doigts, hein, bon, parce que toutes les stats publiées américaines la semaine dernière, même les indices PMI aux États-Unis, sont repassés positifs dans le secteur manufacturier, alors qu'ils étaient négatifs depuis 8 mois consécutifs. Bon. Qui aura raison? That's the question, mes amis. Alors ce qu'il faut retenir de la semaine passée, qui était déjà très enrichissante sur le plan des fondamentaux, avec les indices PMI de Markit, la Banque Centrale Européenne qui, elle, nous dit qu'elle va pivoter cet été, le PIB US du T4, la mise à jour du Leading Economic Indicators of the Conference Board, qui est ici, et vous avez ici la ligne bleue du LEI et le PIB américain. Regardez, historiquement, le LEI a toujours anticipé le PIB US, et là, on ne sait pas ce qui se passe. Le LEI est au gouffre, le PIB US rebondit. Oui, mais alors quoi? Rebond provice. Là, le modèle part un peu en vrille. Hein, il est pas... mais voilà, j'ai lu un peu en détail ce que raconte, et vous avez ici tous les détails du modèle, et ceux qui font ce modèle LEI nous disent, oui, mais ça va arriver. Rassurez-vous, vous l'aurez, votre récession. Bon, on verra bien. Le rêve semble devenir réalité, vous savez, vous posez la question de savoir pourquoi le marché action encore fait de nouveau plus haut. Parce que le rêve devient réalité, c'est ça.
Ce qui pouvait permettre, rappelez-vous, on en a parlé dans l'Outlook 2024 avec Thomas Veillet, ce qui pouvait permettre au S&P 500 de tendre vers les 5000 points, c'est le combo soft landing des inflations. C'est-à-dire, non pas une récession économique, mais simplement un ralentissement du taux de croissance qui reste positif. Sauf que là, au T4, elle a même rebondi la croissance. C'est soft landing. Et en même temps, la dimension inflation, elle continue de baisser. C'est assez incroyable. C'est le monde des bisounours qui deviendrait réalité. Mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, ce qu'ont fait les indices US la semaine dernière, ils sont allés au-delà de ce que moi je pensais. Le retracement arrive. Bon. Ils s'appuient sur quand même des choses concrètes. Alors justement, on va aller regarder un peu toutes ces choses concrètes. Donc pour les États-Unis, le secteur manufacturier qui était en contraction depuis plusieurs mois alors là c'est complètement dingue. Vous avez le PMI des États-Unis dans le secteur manufacturier. Le consensus l'attendait encore sous 50. Boum, voilà ce qu'il nous met la semaine dernière. Il repasse au-dessus de 50, ce qu'il n'a pas fait depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Ça c'est dingue. Bon. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Le PMI des services. 80% du PIB américain, qui nous fait un rebound sur 50. Quasiment comme s'il faisait de l'analyse technique. Bon, alors que c'est un indicateur macro, basé sur des sondages des directeurs d'achat, n'a rien d'analyse technique. Bon, tout le monde craignait que ça fasse ça, et non, ça a fait ça. Voilà, c'est tout, c'est un fait. L'économie US, regardez la semaine dernière, le PIB du T4, tout le monde l'attendait à 2, il sort à 3,3. Ça ressemble à une récession, ça? Oui, mais ça, c'est les chiffres de 2023. Et les oiseaux de mauvais augure, qui, parfois j'en suis un, qui s'appuient sur les modèles de probabilité de récession, nous disent, oui, mais ça, c'était 2023, vous allez voir, 2024, ça va être ça. Chacun pense ce qu'il a envie de penser. Donc, effectivement, la semaine dernière, l'économie américaine a surpris un peu tout le monde. La bonne nouvelle, bon, c'est la poursuite de la désinflation. Vous avez eu vendredi la mise à jour de l'indice des prix favoris de la Fed, le PCE. Voilà, les trajectoires sont toujours bonnes. Et les membres de la Fed, à peu près tous, sont à peu près convaincus, il y a beaucoup d'à peu près, je vais arrêter de dire à peu près, tous convaincus que d'ici l'été, le PCE sera à 2. Et en fait, la Fed, elle a une crainte. Rappelez-vous, en 2021, la Fed a commencé à monter ses taux en janvier 2022, alors que l'inflation était passée de 0 à 8. On paye en grande partie, avec l'inflation verticale de 2022, le retard qu'ont eu les banques centrales. Et donc là, la Fed, elle a un petit truc dans la tête. Elle nous dit, voilà, elle ne voudrait pas pivoter trop tard. Car là, elle voit que c'est le monde des bisounours, c'est soft landing et des inflations, mais elle se dit, si elle pivote trop tard, peut-être que le soft landing va s'éroder en récession. Donc ils ont ce petit stress. Et ils sont convaincus que de toute façon, structurellement, l'inflation revient sous 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indicateurs avancés. Trueflation, les amis, est tombé à 1,85. J'en parle dans la suite de la vidéo. 1,85. Rappelez-vous, je vous ai fait un topo complet il y a 2 semaines sur l'inflation en vous montrant que tous les indicateurs avancés, le prix des véhicules, le prix des matières premières agricoles, même la tendance de l'inflation des services, tout avait une allure baissière. L'inflation alimentaire est à 0 aux États-Unis. 0. Donc la Fed, elle se dit, alors oui, je traitais le sujet il y a 2 semaines. La géopolitique, une seconde vague d'envolée du prix du pétrole, la guerre, oui, on connaît les risques qui sont de dimension exceptionnelle qui pourraient survenir. Personne ne le nie. Mais l'exceptionnel, s'il ne devient pas réalité, il n'y a pas de raison. Il faut bien sûr toujours avoir en tête que l'exceptionnel peut devenir réalité. Donc cette semaine, mes amis, la première décision de politique monétaire de la Fed, qui n'est pas un enjeu, et le NFP. Alors cette semaine aussi, vous avez les stars de la tech américaine. Là, il faut que je vous montre plein de graphiques et je vais surtout vous donner des petits tips. Alors déjà, les stars de la tech américaine, c'est assez incroyable ce qui se passe. Regardez ça par vous-même, mes chers amis. Regardez ça par vous-même. Microsoft, 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Apple, 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. D'ailleurs, sur Apple, objectif atteint. Je vous en ai parlé
dans mon Outlook, c'était ma favorite. Là, moi, je prends mes bénéfices. Peu importe si ça fait une cassure haussière, ça va plus haut. C'est vrai qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a rien, ça ira sûrement plus haut. Mais c'était ma target de rejoindre les anciens records historiques sur Apple. Moi, je prends mes bénéfices. Bon. Alors, vous savez, c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus surprenant, mais en même temps, c'est là où il y a des bénéfices. C'est qu'elles sont très chères. Je vous ai remis en bas à droite les 11 super secteurs de l'indice S&P 500 avec pour les valoriser, le PE régulier et le PE de Shiller. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises ce que c'est. On va se concentrer sur le price earning de Shiller. La tech, c'est quand même 50, un PE de Shiller de 50. Le marché n'est qu'à 33 et c'est déjà cher sur le marché. Et malgré ça, les stars de la tech continuent d'avancer parce qu'elles ont une prime de bénéfices et de free cash flow. Rappelons qu'une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Alors justement, cette semaine, c'est le check, c'est l'examen de réalité pour les stars de la tech américaine, car cette semaine, toutes les stars de la tech US publient leurs résultats trimestriels. À un moment ou à un autre, il va falloir que déjà les résultats du T4 soient bons et que les perspectives soient bonnes, car elles doivent justifier un mouvement boursier incroyable. Je vous ai parlé de Nvidia la semaine dernière. Bon, là, on va regarder Microsoft, Google, Apple, Facebook, etc. Il va falloir, voilà, c'est un test de vérité. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre ça sur le plan technique ? Il y a plusieurs choses, plusieurs indices qui sont importants. Il y a bien sûr le critère des bénéfices. N'oubliez pas aussi le critère du chiffre d'affaires, ça va être scruté. Jusqu'où les stars de la tech peuvent monter en bourse ? Écoutez, une tendance haussière se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Il faut surveiller l'apparition de divergences baissières ou de structures de renversement baissier. On peut toujours calculer des objectifs théoriques à l'aide de Fibonacci, c'est ce que je vous proposais sur le S&P 500, mais oui, mes objectifs ont plus ou moins tous été dépassés, même si là, on a fait une 3 égale 5. J'en parle dans l'analyse technique. Donc là, franchement, bon, je sais qu'il y en a certains qui visent encore 5000 points, mais je me dis, je pense qu'on retrace là. Mais bon, il suffit que je dise ça pour que le marché ne fasse pas. Bon, mais on a vraiment fait les targets théoriques, ce qu'on pouvait envisager de mieux. Moi, j'étais conservateur. On a fait ce qu'on pouvait envisager. On a fait une 3 égale 5. Mais on peut appliquer ça aussi sur un certain nombre d'indices de la tech. Alors, naturellement, nous pouvons regarder tous les graphiques des stars de la tech, mais moi, je vous conseille de regarder donc, le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite, l'indice sectoriel S&P 500 Technologies, le SOX et chacune de ces actions individuelles. Alors, commençons par l'indice sectoriel des stars de la tech, lui qui est incroyable, le S&P 500 Information Technology, c'est là où vous avez toutes les monstres de l'intelligence artificielle. Bon, voilà, techniquement c'est propre. Alors, on entre en zone de surachat. Moi, je m'inquiéterais quand il y aura des divergences et quand le RSI sortira par la bas de zone de surachat. Vous avez les objectifs les plus conservateurs que moi je visais quand tout s'était fait. Maintenant, l'extension de 1 pour 1, notamment une 3 égale 5, est ici. Mais là, vous savez, c'est un mouvement qui est bien construit. Donc, il y aura des phases de pause. Je pense quand même que cette semaine, avec la Fed, nous aurons une phase de pause. Mais bon, ça, le marché décidera. Donc ça, c'est la première chose. Pour faire l'analyse technique sur cet indice sectoriel, attendez-vous à un retracement. Les moyennes mobiles sont loin. Vous pouvez aussi regarder le SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs. De la même façon, techniquement parlant, il n'y avait pas de sujet. Breakout, poursuite de la tendance. Bon, c'est vraiment une belle tendance haussière. Regardez, faisons quelque chose. On va faire du 3 égale 5. On va faire du 3 égale 5. C'est vraiment l'objectif max qu'on peut envisager pour une vague 5. Le 3 égale 5. Ah, incroyable. Ah, c'est le poids de la semaine dernière, tiens. Bon, là, je me dis quand même, il y a quand même des belles targets qui ont été faites. Je ne serais pas surpris que ce marché entre dans un retracement. Alors, on peut s'orienter différemment. Je vous parlais la semaine dernière du Nasdaq 100, qui a fait un objectif conservateur, le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Vous pouvez aussi regarder le Nasdaq Composite. Et finalement, le Nasdaq Composite, lui, il pourrait aller jusque-là. Même si on y va par étapes et qu'il y a régulièrement des phases de retracement, c'est plus ou moins ce que tout le monde vise pour le premier trimestre ici sur le Nasdaq Composite. Google objectif atteint, je vous l'ai dit, moi je prends mes bénéfices. Alors Microsoft et Google, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une cassure technique haussière ? Imaginons, Google est ici. Alors, moi je prends mes bénéfices parce que c'était ce que je visais, mais en cas de cassure technique haussière, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le modèle Microsoft. Un breakout, et ça relance. Une tendance se relance plusieurs fois et ne se retourne qu'une fois. En tendance haussière,
un dépassement de résistance est un signal de poursuite de la tendance haussière. Par contre, si on réintègre, c'est la fin. On peut aussi faire ce type de bougie, qui est un signal de prise de profit. Donc que fera Google? Ça va dépendre de la forme de sa bougie hebdo. Vous avez l'exemple du rejet, l'exemple du breakout haussier. Microsoft, c'est vraiment un cas d'école ici, des bases de l'analyse technique, chartisme et la lecture en bougie japonaise. Donc voilà, il y a vraiment des choses... regardez, Meta, Facebook, bon, breakout, c'est voilà, chacun, les signaux de l'analyse technique là-dessus sont assez propres. Alors maintenant, on passe quand même au sujet de la vidéo, quand même. Synthèse des facteurs nécessaires pour justifier un pivot de la Fed de Hawkish à dovish. J'ai pris le temps de vous mettre à droite, rien ne vaut un bon vieux tableau bien épuré pour rassembler les informations. Je vous ai remis les facteurs qui orientent la politique monétaire de la Fed. Et ici, en bas à droite, vous avez les anticipations de croissance économique de 2024 pour un certain nombre de zones. Le sujet, c'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord pour dire que par rapport à 2023, la croissance américaine va ralentir. Elle est attendue globalement autour de 1%. Mais 1%, c'est du soft landing. Le débat est de savoir, est-ce que ce sera sous zéro? Bon, hard landing, soft landing ou no landing. La Fed, si vous voulez, la Fed, elle voulait lutter contre l'inflation. Mais elle a aussi comme objectif le marché du travail américain. Elle veut maintenir le taux de chômage sous 4,5% de la population active et le taux de croissance du PIB réel des États-Unis, qu'elle veut maintenir positif. Bon, c'est un peu logique. En fait, tout l'enjeu pour elle, pour passer d'un cycle hawkish à un cycle dovish, c'est-à-dire pour inverser la vapeur entre janvier 2022 et fin 2023, elle a remonté de manière successive son taux d'intérêt, celui des Fed Funds. Pour inverser la vapeur, c'est-à-dire engager une baisse de taux qui soit la première d'une série de baisses de taux, il faut non seulement qu'elle ait la conviction que l'inflation est revenue sous contrôle, pas forcément sous 2, mais revenue sous contrôle autour de 2, 2,5, et naturellement aussi, qu'est-ce qui pourrait accélérer un pivot de la Fed, mais ce serait le pivot pour la mauvaise raison, ce serait une dégradation du marché du travail. Or, elle, ce qu'elle veut, c'est pivoter à temps pour éviter de casser le marché du travail et les entreprises, tout en s'étant assuré en amont que la trajectoire baissière de l'inflation est bien ancrée et qu'elle ne dépend plus des taux d'intérêt de la Fed. Donc c'est tout ça que la Fed surveille pour justifier donc un éventuel pivot, parce que voilà, le sujet de la vidéo, c'est quand est-ce quel sera le timing du pivot de la Fed. Moi, je pense le savoir. Je vous dis que je pense que ce ne sera pas le mercredi 20 mars, mais davantage à la réunion du mois de mai. Au passage, je vous remontre ici, donc, vous avez toutes les dates de décision de politique monétaire de la Fed cette année. Alors, ce mercredi 31 janvier, vous avez une décision de politique monétaire de la Fed. Il n'y a pas de petit astérix, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Le débat, en fait, se situe entre la décision de politique monétaire du 19 et du 20 mars et celle du 30 avril, 1er mai. Moi, mon choix, c'est là. Voilà, retenez ça. Moi, je pense qu'elle pivotera là. Bon, il suffit que je pense ça pour qu'elle pivote là ou là, mais peu importe. Je vais essayer de justifier pourquoi je pense qu'elle pivotera ici. Après, on en saura vraiment davantage. Alors, si elle pivote cette semaine, mais j'y crois pas, ce sera incroyable. Cette semaine, il y a quand même une conférence de presse de monsieur Jerome Powell. Donc, ce mercredi 31 janvier, la Fed dévoile sa première décision de politique monétaire de l'année, mais il n'y aura pas de mise à jour des projections macroéconomiques et des dot plots. Les dot plots, ce sont en fait, vous savez, je vous avais expliqué, donc bon, il y a 9 antennes régionales de la Fed et vous avez 12 membres votants au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. Les dot plots, en fait, c'est ce que chacun pense, c'est ce que les 12 pensent de ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on écoute les membres votants du FOMC, en moyenne, voilà, c'est 3 baisses de taux cette année. Le marché, lui, il dit 5 ou 6. Bon, qui a raison? Donc ce mercredi, il faudra être attentif à la conférence de presse de Jérôme Powell et à son verbe pour affiner le taux de probabilité de pivot au mois de mars ou au mois de mai. Voilà. Et ça, c'est important le verbe. Hein. Vous avez par exemple, et je vous en parlerai dans le Fast and Forex de ce mercredi, les mots qu'a bien choisi le gouverneur de la Banque du Japon la semaine dernière. Et maintenant, tout le monde est à peu près convaincu que la Banque centrale du Japon va relever ses taux en mai. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je pense qu'il faut acheter du yen. Et je vous repropose ce mercredi sur le Fast and Forex, il faut acheter du yen.
et le rebond de l'USD-Yen, c'était une opportunité pour le shorter à un bon prix. Mais ça, c'est le sujet de mercredi. Donc je n'en parle pas maintenant. C'est donc la décision de politique monétaire du mercredi 20 mars qui interroge vraiment le marché. C'est vrai qu'au stade actuel, la probabilité que la Fed pivote le 20 mars est de 50-50. Donc moi, mon cœur balance plutôt pour le non et un pivot en mai. Chacun peut partager son avis sur le sujet. Et au-delà de ce sujet de probabilité, de ce jeu de probabilité, il faut revenir à la base du débat. Quels sont les facteurs clés qui orientent la politique monétaire de la Fed et surtout quelles sont les raisons qui peuvent pousser la Fed à basculer d'un cycle haussier à un cycle baissier de ses taux d'intérêt. Dans l'ordre d'importance, l'inflation, l'emploi et la croissance économique réelle. Sachant que ces objectifs sont rassemblés dans le tableau ici en haut à droite et que ça va être un subtil jeu entre l'évolution du taux de chômage et le taux d'inflation annuel. Alors maintenant, ces facteurs que nous venons de résumer, où en sont-ils individuellement ? Alors là, on ne va pas pouvoir tout passer en revue, mais je vous montre quand même un certain nombre de choses intéressantes. Tout d'abord, vous avez en bas à droite le stress ultime de la Fed, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur le graphique en bas à droite. Ce graphique est très intéressant, car il vous propose le cycle des taux d'intérêt de la Fed, en bleu les périodes de récession, et les points sont donc les pics lorsque la Fed a pivoté. Eh bien, sur les 50 dernières années, il y a eu 9 cycles haussiers de la Fed, de ces taux, il y a eu 9 pivots. 7 sur 9 ont précédé une récession. 2 sur 9 ont précédé un soft landing. Voilà l'inquiétude de la Fed. La Fed sait que sur les 9 précédentes hausses de ses taux, 7 fois, elle n'a pas baissé les taux assez vite et il y a eu une récession. 2 fois, elle les a baissés assez vite et il n'y a pas eu de récession. Il y a eu le soft landing. Et actuellement, nous sommes en soft landing. Et donc, elle ne veut pas gâcher la fête. Mais en même temps, elle a le stress de ne pas gâcher la fête au niveau de la croissance économique. Mais imaginez que là, elle pivote dès le mois de mars. Et que, incroyable, en mai-juin, malheureusement, l'inflation repart. Alors là, ils seront mal. Voilà le dilemme cornélien. Oui, c'est la bonne expression, le dilemme cornélien auquel fait face la Fed. Alors maintenant, regardons ça plus en détail. Donc, la Fed fait face à un dilemme cornélien, car si elle pivote trop vite, elle prend le risque de relancer l'inflation, et si elle pivote trop tard, elle prend le risque de déclencher une récession, du fait de l'impact négatif de taux d'intérêt élevés trop longtemps sur l'économie réelle. Faisons donc un diagnostic des agrégats de conjoncture économique qui décident de la politique monétaire de la Fed, afin de déterminer si elle va pivoter au mois de mars ou attendre le printemps et agir sur le tard, comme en 2021. Je vous montre déjà l'erreur qu'elle a faite en 2021. Soyez attentifs, s'il vous plaît, à ce graphique un peu chargé, mais je vais vite l'expliquer. En rouge, vous avez les taux d'inflation. Concentrez-vous sur la courbe foncée en pointillé. Foncé, bleu foncé. C'est le taux de la Fed. Eh bien, regardez. La Fed a commencé à monter ses taux lorsque l'inflation s'était déjà emballée à 8 ou 9. Et tout le monde lui reproche de ne pas avoir commencé à monter les taux là. Pourquoi ? On lui demande pourquoi vous n'avez pas monté les taux ici. Si vous aviez monté les taux ici 4, 5, 6 mois avant, nous n'aurions pas vécu cette inflation dévastatrice sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est parce que elle a fait cette erreur en 2021 qu'elle a la pression de ne pas faire l'erreur inverse en 2024. Mais à trop se précipiter, elle pourrait aussi relancer l'inflation. Et donc en fait, elle n'attendra pas que l'inflation soit à 2, elle attendra d'avoir la conviction que la tendance baissière est suffisamment forte pour atteindre 2 cet été par exemple. Bon, pour l'instant, la dynamique est plutôt rassurante. D'ailleurs, d'abord le régime des prix. Regardez, chers amis, en temps réel, regardez Trueflation. On y est. Je vous ai beaucoup parlé de cette application qui est basée sur la blockchain et qui donne l'évolution des prix en temps réel. 1,79, ça y est, d'après Trueflation, c'est bon. Tu peux pivoter, Madame la Fed. Mais ce n'est que Trueflation. C'est une entreprise privée. Mais ça a tendance à bien anticiper l'inflation. Regardez, selon Trueflation, l'inflation alimentaire, 0. À 0.
à 0,3. Bon. Regardez, selon Truthflation, les loyers, moins 0,8. Il n'y a plus d'inflation. C'est même de la déflation. Inflation No Casting, d'après Inflation No Casting, qui est un outil de la Fed, c'est l'antenne de Cleveland, qui est une des 9 antennes régionales, 9 districts qui composent la Réserve fédérale. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? 2,30 dès janvier, qui sera publié en février. Bon. Regardons quelques matières premières agricoles très importantes. Le maïs, tendance baissière. L'avoine, tendance baissière. Le blé, tendance baissière. Le sucre, pas tendance baissière. Le soja, tendance baissière. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça fait beaucoup de matières premières agricoles en tendance baissière. Le prix des véhicules, la chute du prix des véhicules, tombé à 1% d'inflation. Vous voyez là, je vous montre plein d'exemples, que ce soit dans le domaine industriel, dans l'agroalimentaire. C'est peut-être vraiment vaincu. Bon, il y a toujours le risque d'un rebond du prix du pétrole, de la géopolitique, de la guerre. Et donc si dans la petite tête des membres votants de la Fed, ils ont cette conviction que c'est vraiment vaincu, et qu'en parallèle ils constatent que l'économie est un soft landing, pourquoi gâcher la fête ? Pourquoi attendre trop longtemps pour pivoter ? Alors pourquoi est-ce que moi je pense qu'elle ne pivotera pas en mars ? C'est contradictoire avec tout ce que je viens de dire. C'est parce que je pense qu'elle s'autorise cette marge d'erreur du mois de mai pour être certaine que l'inflation est vraiment vaincue. Car l'inflation sous-jacente, elle, je vous en parle souvent, la core inflation, est encore un poil trop élevée. Donc, prudence là-dessus. C'est pourquoi moi je pense que ce sera le mois de mai. Mais bon, ça, de toute façon, sera fixé ces prochains mois, donc il n'y aura pas beaucoup à attendre. Alors, si elle pivote dès ce mercredi 31 janvier, bon, bah là, je l'ai dans l'os. Mais bon, écoutez, moi je m'en fiche, j'ai pas de rapport égocentrique avec le marché. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, il y a bien sûr le marché du travail américain aussi qui reste très résilient. Je pense que ça aussi, c'est un stress pour la Fed. D'ailleurs, vous avez cette semaine, c'est très important, vous avez cette semaine la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis, vendredi. Le taux de chômage est encore très bas. Alors, c'est bien que le taux de chômage soit bas. Mais s'il reste trop bas, ça peut être inflationniste. La croissance des salaires aussi est encore trop élevée. Ça fait partie des choses à suivre. Bon, je ne vais pas retraiter tout ce sujet en détail. D'autre part, il est vrai que la réaccélération du secteur des services aux États-Unis fait peser un risque. Mais en même temps, a priori, les entreprises fournisseurs de services ont compris qu'elles n'avaient plus trop d'intérêt à continuer de pratiquer de l'inflation. C'est-à-dire la hausse des cotisations, souvent c'est ça. C'est vrai qu'on a pris cher quand même sur la hausse des cotisations en 2022-2023. Bon. Donc, voilà, si tout le monde joue le jeu et si le secteur privé joue le jeu, mais moi, vous savez, je serais vraiment assuré, moi je fais de l'analyse technique. Je serais vraiment convaincu que la Fed va pivoter lorsque j'aurai mes cassures techniques baissières sur mes taux obligataires. Voilà ce qui me manque. Pour vous affirmer à quelle date la Fed pivotera, j'ai besoin de mes cassures techniques baissières sur mon taux obligataire américain à 10 ans, sur mon taux obligataire à 2 ans. J'ai besoin de voir un retournement de la position nette institutionnelle. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, j'illustre mon propos sur les taux obligataires, où je les ai mis, mes petits taux obligataires. Voilà. Sur le 10 ans américain, moi, j'attends la cassure du nuage. Le jour où j'ai ma cassure du nuage, je sais que ça va s'effondrer, et je sais que la Fed va pivoter. En hebdo, sur le taux obligataire à 2 ans, j'attends ma cassure du nuage. Quand je l'ai, je sais que la Fed va pivoter. Là, je ne l'ai pas encore. Je l'aurai peut-être bientôt. Si, je vous dis, moi, si je l'ai, là, ces prochaines semaines, je vous dis, c'est bon, on pivote en mars. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, ce sont ces choses-là. Et de la même façon, j'aimerais voir les institutionnels commencer à retourner leur positionnement. Et je regarde le rapport Commitment of Traders sur le 2 ans américain. Oui, la position nette ne fait pas de nouveau plus haut, mais je veux un vrai retournement baissier. Et une augmentation des positions short. Je ne l'ai pas encore. Mais ça va peut-être venir. Comme c'est actualisé chaque semaine, ça c'est une métrique que je vais continuer à suivre, que je vais suivre chaque semaine. Allez, on termine par comme promis, le tour d'horizon technique des indices européens, des indices US.
Encore une fois, hein, si ça vous plaît, mettez-moi un petit like. Si ça vous plaît pas, mettez-moi quand même un petit like. Non, je déconne. Voilà, ça peut. Qu'est-ce que c'est que ça, de ne pas enregistrer. Alors, donc oui, alors, les indices US. Alors déjà, le marché est allé beaucoup plus haut que ce que je pensais. Donc là-dessus, hein, mea culpa. Mais en même temps, je vous avais proposé, à l'aide des extensions de Fibonacci, toutes les cibles possibles. Eh bien, regardez ce qu'on a fait la semaine dernière. Le 1 ici, qu'est-ce que c'est? C'est une 3 égale 5. Beaucoup visent encore les 5000 points. Moi, je me dis, on vient de faire une 3 égale 5, c'est quand même pas mal de retracer. Bon. Voilà, alors, en même temps, c'est vrai que l'AI n'est pas en surexposition à l'achat, donc ça laisse peut-être encore de la place. Mais en même temps, l'analyse quantitative me dit que non, c'est tendu quand même d'aller encore plus haut, donc j'en sais rien. Mes données techniques sont assez mitigées. Mais quand même, voilà, bon, on a eu cette poussée, elle est plus ou moins en divergence, mais ça reste solide. Sachez simplement que, voilà, ici, on est sur des nouveaux records historiques, donc on travaille ça à l'aide des extensions de Fibo. Ici, qu'est-ce que j'ai reporté? J'ai reporté le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3. J'ai reporté le 1 égale 3. J'ai reporté l'amplitude de la 1. Voilà. Le plus haut du plus haut, ça donnait ça. Le plus haut du plus haut, ça donnait ça. Ça, c'est sur le S&P, c'est sur le S&P 500. Sur le Nasdaq 100, on a fait le 0,618 du bas de l'1 au top de la 3 au bas de la 4. Mais en même temps, sans cassure de support, ça reste bullish. Hein. Sans divergence en hebdo et sans cassure de support, ça reste bullish. Après, voilà, je ne serais pas surpris qu'en cette semaine de Fed, nous ayons quand même des prises de profit. Après, regardez pour les indices européens, l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 qui colle, ouais, il est quand même pas n'importe où. L'Eurostock 50, c'est vraiment le meilleur hein, pour optimiser votre trading du contrat futur DAX et du contrat futur CAC. Le marché est au contact des records de 2007. Là, on est à nouveau dessus, il y a deux hypothèses. Soit il fait un double top, soit il fait une cassure technique haussière. Je vous ai montré l'exemple de Microsoft. Et s'il fait une cassure technique haussière, les objectifs, ce sont les records de 2000-2001. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour cette année. Là, le marché va faire son choix entre le double échec ou le breakout. Le DAX, c'est pareil. Le double échec ou le breakout, le contrat futur. Mais la semaine dernière a vu donc le pullback, le retracement, un rebond sur les tout premiers supports. Le contrat futur CAC 40, le contrat futur CAC 40 qui a réussi à se reprendre ici sur l'ancien record de janvier 2022. Le SMI, on verra. Alors, le SMI qui s'essaye à une cassure technique haussière de ces fameux 11 264 points dont je vous ai parlé. Bon. Voilà, moi, mis l'un dans l'autre quand même, je pense que là, vraiment, la tendance est là, c'est très bien, mais la semaine dernière, j'insistais quand même sur le fait que c'était en surachat. Je continue de le faire maintenant, dans le sens où vraiment des belles cibles théoriques ont été atteintes. Par contre, sur la Chine, c'est intéressant. La semaine dernière, vous avez eu l'annonce d'un plan de sauvetage du gouvernement chinois pour son marché actions. Et moi, je posais la question de savoir, fallait-il revenir à l'achat sur les indices boursiers chinois? Suite à ce plan de sauvetage, il y a eu une belle réaction, notamment de la bourse de Shanghai, avec une tentative de réintégration ici suite à cassure baissière. Et effectivement, c'est un signal de rebond technique. Avec un RSI hebdo qui ressort par le haut de la zone de survente. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur la bourse de Shanghai. Et si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, eh bien une cassure de la Tenkan hebdo, alors à confirmer à la clôture hebdomadaire, mais une cassure de la Tenkan hebdo peut donner un objectif de rebond en direction des 3000 et des 3020 points. Et dans ces cas-là, si la bourse de Shanghai est capable de faire ça, eh bien ça écarterait le risque de revenir sur les plus bas ici de 2018 ou de 2014. Donc voilà, pour l'instant, c'est une réaction suite au plan de sauvetage annoncé par le gouvernement chinois. C'est un rebond technique court terme. Il va falloir vraiment confirmer maintenant sur les horizons de temps supérieurs qu'un point bas a été vraiment trouvé. Après, je suis quand même beaucoup plus à l'aise à acheter les indices boursiers chinois
qui en termes de valorisation sont archi pas chers. Je vous ai montré tout à l'heure le P/E Shiller du S&P 500, le P/E Shiller de l'indice de la tech US. Bon, ils sont vraiment en zone haute que vous compariez aux moyennes sur 10 ans ou 20 ans. Là, la Chine, c'est archi pas cher. Et en plus, on a des prix sino-techniques d'un début de quelque chose. Moi, je vous dis, cette année, c'est l'année du rebond du marché action chinois. On fera le point à la fin d'année. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, mes amis. Merci encore une fois à tous les courageux qui ont écouté les 40 minutes de vidéo. Bon début de semaine. Salut, merci.